Troisième jour, le conflit donc en cours s'étend. Une colonne de fumée au-dessus de l'ambassade américaine au Koweït a été observée selon nos confrères de l'AFP. Selon l'ambassade américaine, il s'agit, je cite, d'une menace persistante de tirs de missiles et de drones au-dessus du Koweït. Les ressortissants américains sont appelés à rester chez eux, à l'écart des fenêtres. Et on va continuer à parler de ce troisième jour de bombardement en Iran et dans la région avec notre invité. C'est vous, Michel Duclos. Bonjour. Vous êtes Bonjour. conseiller à l'Institut Montaigne, ancien ambassadeur notamment en Syrie et l'auteur du livre Diplomatie française. Alors lorsqu'on voit ce qui se passe actuellement, que ce soit donc les derniers missiles envoyés par le Hezbollah et aussi les répliques israéliennes, est-ce que vous avez peur d'un embrasement régional du conflit? C'est clair que c'est la tendance aujourd'hui, au troisième jour. Et pour replacer ça dans le contexte, il me semble que la stratégie que les dirigeants de Téhéran ont adoptée, c'est celle d'essayer d'avoir une guerre courte, aussi courte que possible, et pour ça, d'impliquer au maximum les acteurs régionaux pour qu'ils fassent pression sur les États-Unis. Et que les États-Unis trouvent le moyen de mettre un terme assez rapidement à la guerre. Alors c'est intéressant ce que vous dites, mais pour autant, quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, on n'a pas l'impression que les monarchies du Golfe réagissent au fait qu'elles soient, enfin en tout cas réagissent grandement au fait qu'elles soient prises à partie par le régime iranien aujourd'hui. Non, c'est même l'inverse, c'est-à-dire que au cours des derniers mois, des dernières années même, petit à petit, ces pays s'étaient rapprochés de l'Iran, et notamment parce qu'ils considéraient de plus en plus que le véritable danger dans la région, c'était devenu Israël. Or là, en quelques heures, l'Iran, pardon, a perdu le bénéfice de ce rapprochement. Est-ce que c'est un changement d'alliance, en quelque sorte, momentané ou durable? C'est une des questions qui se posent. L'un de nos correspondants, Serge Berberi, correspondant à Beyrouth, parlait des proxys, donc des soutiens au régime iranien. Est-ce qu'ils ont les moyens d'agir? Alors, on a évoqué le Hezbollah, il y a également les Houthis. Est-ce que l'ensemble des proxys ont les moyens de venir en aide au régime iranien aujourd'hui? Je crois que ils sont quand même très, très affaiblis. Alors, je sais que les Iraniens comptent beaucoup sur la réaction des chiites dans la région, donc notamment en Irak, et peut-être dans d'autres pays. Mais malgré tout, on a du mal à imaginer que ça puisse vraiment faire une très grande différence dans le rapport des forces. Et on voit bien que le Hezbollah fait une sorte de barreau d'honneur parce qu'il se croit obligé de marquer sa solidarité. Israël répond, tout ça au détriment du Liban, naturellement, ce qui est bien évidemment pour nous Français, ce qui nous touche. Mais ce n'est pas certain que ça puisse modifier vraiment la trajectoire du conflit. Vous avez évoqué un baroud d'honneur du Hezbollah. Pour vous, l'action menée actuellement par le Hezbollah, donc ces drones, ces missiles qui ont été envoyés sur Israël, c'est un acte de soutien ou c'est pour permettre d'aller plus loin? Vous avez parlé de baroud d'honneur. Je ne crois pas que le Hezbollah actuel ait les moyens d'aller très loin, de faire très mal à Israël. Non, vous savez, je ne suis pas sur le terrain, je ne suis pas un expert militaire, et en plus, évidemment, des acteurs comme le Hezbollah ne mettent pas leurs cartes de façon très ouverte. Mais apparemment, quand même, ce serait étonnant que ça puisse faire beaucoup de mal à Israël. Vous avez évoqué précédemment effectivement le soutien chiite apporté au régime iranien. On a pu voir aussi une partie de la population mondiale a pleuré le guide suprême lorsqu'on a annoncé son décès. On pense notamment à des deuils, des événements où on a vu des personnes pleurer, que ce soit en Inde, au Pakistan. Est-ce que ça, c'est important pour le régime iranien aujourd'hui, ces soutiens-là? Je ne suis pas sûr que ça puisse faire une grande différence. C'est certainement important sur un plan symbolique, un plan sentimental. Est-ce que les forces en question peuvent encore une fois modifier le rapport des forces? C'est peu probable quand même.
Alors, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou promet d'intensifier les frappes israéliennes sur Téhéran. Quel regard vous portez sur le discours du Premier ministre israélien aujourd'hui? Évidemment, plus personne ne s'intéresse au droit international, même les gouvernements européens, on peut mentionner cela. Mais vous savez, la tradition française, la tradition gaulliste, c'était Israël 1967 et c'était l'Irak 2003. On condamne celui qui prend l'offensive le premier. Donc, il n'y a pas de légitime défense quand vous déclenchez vous-même la guerre. On est dans ce cas de situation et quand Netanyahou puis Trump invoquent une guerre préemptive ou préventive, ils n'avancent aucune espèce de preuve. Il y a des doutes quand même sur le fait que l'Iran était vraiment sur le point d'attaquer Israël. Alors évidemment, en contrepoint de cela, ou dans l'autre plateau de la balance, c'est vrai que ça fait 40 ans que l'Iran est un acteur agressif pour tous ses voisins et qu'en particulier, il n'a cessé de vouer Israël aux gémonies. Donc de ce point de vue-là, Israël et d'autres ont des raisons de vouloir la fin de ce régime. Mais malgré tout, pour un diplomate classique, on ne peut pas dire que la légalité internationale sorte grandie de cette affaire. Et vous connaissez bien la région hein, pour avoir exercé notamment en Syrie. Vous évoquez finalement là en filigrane le droit international. Plusieurs chancelleries se sont émues de la violation du droit international avec cette opération donc, menée par Israël et l'armée américaine. Est-ce à dire que Donald Trump s'est assis sur le droit international? Sans aucun doute. Enfin, je crois qu'il ne sait pas vraiment ce que c'est, à vrai dire. C'est pas, pour lui, ce n'est pas un critère. Mais ça renvoie, si vous me permettez, à une question plus générale, qui est l'éternelle, la question quand même maintenant de plus en plus importante du clivage entre le Sud global et l'Ouest, l'Occident, ou ce qui reste de l'Occident. Je pense que dans beaucoup de pays du Sud global, ce sera perçu quand même comme, une fois de plus, les Américains qui en prennent à leurs aises avec toutes sortes d'engagements de droit et qui ne font jouer que la loi du plus fort. Et jusqu'ici, au début, en tous les cas, l'Europe n'était pas impliquée, puisque, comme l'a dit le président Macron, dans une forme de candeur, elle a même pas, la France n'a même pas été consultée, encore moins associée. Mais les Iraniens sont en train de faire en sorte que, malgré tout, les grandes puissances européennes sont plus ou moins obligées quand même de contribuer à la lutte, à la guerre contre l'Iran. Oui, puisqu'elles prennent part, hein, la France prend part, a dit qu'elle serait aux côtés hein, de ses alliés dans ce conflit. Et on ne voit pas comment elle pourrait faire autrement, bien entendu. Et donc, il y a ce risque, une fois de plus, le clivage nord-sud s'aggrave, et qu'en particulier, même si l'Occident est fracturé, il n'y a plus vraiment d'Occident. Malgré tout, on s'aperçoit que le Royaume-Uni d'abord, puis ensuite la France, sont plus ou moins quand même entraînés à rejoindre le camp occidental. Ou en tous les cas, ce sera perçu comme ça dans le Sud global. Ça veut dire possible engrenage, si on vous écoute? C'est comme ça que vous le décryptez, potentiellement? Non, je n'irai pas jusque-là. Je pense que c'est sur un plan politique, psychologique, que ça va jouer. Alors, maintenant, on n'a pas du tout abordé aussi un autre aspect essentiel de la situation, qui est l'aspect économique. Et là, si ça dure trop longtemps, si le détroit d'Ormuz est durablement entravé, c'est clair que ça aura un effet négatif sur le marché de l'énergie, puis sur l'inflation, et de proche en proche aussi sur les chaînes de valeur dans le monde. Donc l'impact économique n'est pas encore extraordinairement visible pour l'instant, mais ça peut venir.